Alors, la période où j'étais objecteur de conscience, donc c'était après la fac. J'avais fait des études littéraires, Cagne-Hippocagne, préparation aux grandes écoles. Là, et ça a été évidemment un fiasco, mais je m'en fichais. Et j'avais des camarades qui pleuraient quand ils avaient des notes négatives. Et moi, j'avais des notes très très négatives en latin et en grec. Euh, mais c'était tellement négatif comme note que ça faisait rire en fait. Moi je trouvais ça plutôt... Je me demande, je pense que j'ai toujours eu le sens du dérisoire et de la dérision, mais ça s'est peut-être accru avec les études supérieures, où peut-être je me suis rendu compte que les choses étaient vraiment encore plus absurdes que je ne l'imaginais. Mais il y avait des gens qui pleuraient quand même parce qu'ils avaient des -10, -15 en version latine ou plutôt en thème grec. Les thèmes grecs, c'était redoutable. Et puis de toute façon, je voyais les études supérieures comme un piège. Et c'était un piège qui se refermait. C'était le piège d'une vie toute tracée, qui était celle d'un enseignant. Euh, j'aurais pu faire plaisir à ma mère d'ailleurs, mais on ne vit pas pour faire plaisir à ses parents. Et donc, j'ai pas vraiment saboté mes études supérieures ou littéraires. J'avais pas beaucoup d'efforts pour les saboter en fait. J'ai amorcé une maîtrise de littérature sur le roman feuilleton. Le sujet a priori était intéressant. La mise en abîme du roman feuilleton à travers trois auteurs, notamment Gaston Leroux, avec le roi mystère. Donc on voyait que ces romanciers populaires avaient parfois des tendances à une certaine modernité et mettaient en abîme leur propre travail d'écrivain. Mais donc j'ai arrêté cette maîtrise à temps, si je puis dire. Je ne l'ai jamais menée à bien parce que je sentais confusément que tout ça allait me mener droit dans le mur. C'est-à-dire que ça allait me conduire à devenir professeur. Donc, donc je ne voulais pas. Et j'ai commencé à faire je faisais du théâtre amateur depuis 18 ans, l'âge de 18 ans, 17 ans. J'avais commencé et puis c'est ça qui m'intéressait. Et puis, donc, arrêtant les études, il y a eu le service militaire. Et donc on est en 90, et à cette époque, ça existait encore le service militaire. Et ça aussi, c'était une chose que je ne voulais pas faire. Et à ce moment-là, je suis devenu objecteur de conscience. Et ça a été pour moi une aubaine, puisque ça a été la possibilité de venir à Paris. C'est-à-dire pour être objecteur de conscience, il faut trouver une association qui a les statuts pour ça, qui recherche des objecteurs de conscience. Donc, c'est-à-dire des travailleurs un peu comme des stagiaires. On peut dire que c'était les stagiaires d'avant, parce on avait une paye très très petite par le ministère des Armées, et donc en échange, les associations qui recevaient j'allais dire ces bénévoles, mais qui recevaient ces objecteurs, ben, ils avaient donc pendant un an, ou pendant plus d'un an, pendant 2 ans, ils avaient quelqu'un à disposition dans une tâche précise. Donc il fallait trouver une association, et j'ai cherché une association à Paris. J'avais d'abord trouvé une association qui avait un rapport avec le théâtre,
faire du théâtre dans les prisons. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus, mais bah, il y a eu une rencontre, peut-être ça s'est mal passé, mais on m'a averti au dernier moment que je ne faisais pas l'affaire. Et donc ça a été un petit peu la panique et j'ai pas vraiment choisi. J'ai pris la première association venue qui m'acceptait à bras ouverts et c'était le Secours catholique à Paris. Il fallait que ce soit à Paris. Et donc je suis arrivé à Paris et comme c'était le Secours catholique qui s'est occupé de mon logement, j'ai commencé, j'avais des chambres de bonne. Et à un moment donné, je me suis retrouvé... alors j'étais dans le 16e arrondissement, qui est le paradis des chambres de bonne, en tout cas à cette époque. Les prix font rêver, hein, parce que pour 11 mètres carrés, je louais 600 francs. 11 mètres carrés. 600 francs de l'époque, en 91. Eh bien, ensuite, je me suis retrouvé, alors bizarrement, dans une église. Donc, puisque c'était le réseau des catholiques, il y avait une association qui s'occupait de loger des gens qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Et donc, il y avait une église dans le presbytère. Qu'est-ce que je dis? Une chambre. Il y avait une chambre. En fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule chambre, il y en avait plusieurs. Il y avait évidemment les curés qui dormaient dans cette église, mais ils avaient loué aussi, il y avait un type barbu qui était une sorte un fonctionnaire. Alors peut-être que c'était un travailleur un peu précaire ou quelqu'un qui vivait en province, mais tout le reste, pendant toute la semaine à Paris, il lui fallait une petite chambre et il était dans cette église depuis des années. Il était vraiment depuis des années dans une petite chambre avec un confort, enfin c'était spartiate on peut dire, et on ne pouvait pas recevoir de visite. Les seules visites autorisées c'était au parloir. Hein, comme à la prison, il y avait je ne sais plus comment on appelle ça, mais alors j'avais la clé de l'église, puisque bon, il n'y avait pas de couvre-feu. En revanche, c'était quand même pas non plus à ce point-là, mais donc j'avais la clé de la grande porte de l'église. J'entrais par cette porte. Et donc il y avait l'église à proprement dit sur la gauche, et puis ensuite on passait le hall, et puis on traversait un énorme couloir qui menait au presbytère. Et c'est d'un côté du couloir, il y avait comme ça en enfilade plusieurs, disons, parloirs. C'était des petites pièces où là on pouvait recevoir quelqu'un. Et je ne comprenais pas pourquoi cet adulte, enfin je l'étais aussi, mais j'avais 22 ans, 23 ans. Pourquoi un homme de 45-50 ans, depuis des années, vivait dans ces conditions-là? Je trouvais ça sidérant. Et donc j'ai vécu pendant 2 ans dans cette église.